population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou, c'est l'heure de la dominicale de vérité franc-parler. Depuis vendredi dernier, le Bénin tout entier est aux couleurs de la présidentielle du 12 avril 2026. Les deux duos de candidats sillonnent, bien entendu, les contrées du pays pour vendre aux populations leur programme de société pour assurer le développement de notre nation. Une opération de charme qui draine du monde, surtout dans le rang des politiques. Nous notons des têtes fortes, même de l'opposition, qui se rallient, j'allais dire, au duo candidat de la mouvance présidentielle. Ce dimanche, nous cherchons à comprendre ce ralliement massif au cœur de la campagne électorale. Notre invité du jour nous dira plus sur la stratégie de campagne au sein de la mouvance pour une victoire écrasante. Nous décryptons aussi le programme 2026-2033 du duo Wadani-Talata. Les uns et les autres sont aussi préoccupés par le taux de participation à cette présidentielle. L'invité nous dira la conduite à tenir pour la sortie massive des populations de jour du scrutin. Et justement, nous recevons Dr Hoteni Mathieu Kiki. Il est le chef département affaires électorales, formation et relations avec les élus au siège national du Parti Bloc républicain. Il est le coordonnateur de l'organisation des jeunes du Parti Bloc républicain, OJBR, dans la 20e circonscription électorale. Coordonnateur adjoint de campagne dans l'arrondissement de Bozoumen, c'est dans la commune d'Avrancourt. J'espère que j'ai bien dit les choses. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Bonjour, docteur Kiki. Bonjour, monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Radio Cotonou. Ça fait plaisir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Tikpey à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Des questions courtes, s'il vous plaît. À nouveau, bonjour à vous, docteur Hoteni Mathieu Kiki. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau au cœur de la campagne électorale. Je voudrais d'abord savoir votre état d'esprit à l'ouverture de cette campagne. Monsieur Naoum, avant de répondre à votre préoccupation, je tiens à saluer les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre, et ceux qui sont à l'église actuellement, je leur souhaite bonne prière. Voilà. Parlant d'état d'esprit de la population des militants à l'ouverture de cette campagne, je peux vous dire avec assurance que c'est une ambiance, une atmosphère festive, atmosphère de mobilisation teintée d'engouement, d'enthousiasme et de confiance qui anime actuellement les militants. Les militants, la population, le peuple béninois sont dans l'espoir de ce que le duo Wadani-Talata leur apportera un changement positif dans un futur proche dans les tout prochains jours. C'est le souhait de la population, c'est ça? C'est le souhait de la population. Que vous avez rencontré, c'est ça? Que j'ai rencontré, bien sûr. Puisque la campagne a commencé depuis le vendredi. Oui. Et donc nous sommes en contact avec la population. D'accord. Et donc... Et vous-même, votre état d'esprit? Mon état d'esprit actuellement... C'est une première pour vous d'être vraiment au cœur de la campagne présidentielle. C'est une première d'être vraiment dans l'arène. Hein. Quand je dis au cœur, c'est pas militant pour militant. Vous êtes là maintenant, coordonnateur adjoint
de campagne pour la présidentielle, donc dans la commune d'Avrancourt, plus précisément dans votre arrondissement, Bozouma. Alors, c'est pourquoi je pose la question. Quel est votre état d'esprit ? C'est une première pour vous, je reviens. Ce n'est pas pour la première fois que je suis en train de prendre part ou de participer à une élection présidentielle. J'avais déjà l'habitude de participer aux élections présidentielles, les élections législatives, les élections communales. J'ai pris part à plusieurs élections et donc je maîtrise le mode de fonctionnement et la conduite à tenir pour une campagne réussie et pour gagner les élections. D'accord. Pour cette fois-ci, est-ce que vous êtes plus émerveillé qu'avant ou bien c'est la routine ? Non, pas de la routine. Comme je l'avais martelé dans mes propos liminaires, je vous avais dit que c'est un climat de joie qui anime la population actuellement, les citoyens béninois. Et moi particulièrement, c'est également une ambiance festive qui m'anime parce que quand vous allez en contact avec la population, vous sentez que la population est en joie. Et donc, et c'est la lecture qui se fait au niveau des populations à la base. D'accord. Et au niveau de votre formation politique, vous êtes du bloc républicain. Comment se trouve l'ambiance à l'ouverture de cette campagne ? Au sein du parti bloc républicain, l'ambiance qui règne également là actuellement est une atmosphère de fort soutien au duo Wadaï Talata, orienté vers la victoire. Et déjà actuellement, les structures décentralisées du parti, c'est-à-dire les structures verticales et les structures horizontales, quand je parle des structures horizontales, l'OJBR et l'OFR, sont toutes motivées plus que jamais pour descendre sur le terrain et aller expliquer à la population dans les communes, dans les arrondissements, dans les départements, dans les circonscriptions, le contenu, la quintessence du projet de société, du programme d'action du duo Wadaï Talata. Au-delà de ça, les responsables du parti bloc républicain, le secrétariat exécutif, le bureau exécutif national, les membres du BP, les députés du parti bloc républicain, les maires, les élus municipaux sont tous motivés et activés actuellement. Et chacun est dans sa zone politique, dans son arrondissement, dans sa commune, pour battre la campagne, in fine pour conduire le duo à la victoire. D'accord. Alors, il faut préciser ici que le parti bloc républicain n'a pas en réalité son candidat réel appartenant donc au bloc républicain. C'est un choix donc qui est fait par plusieurs formations politiques aujourd'hui. Je voudrais savoir, au cours de cette campagne-là, quelle est la collaboration que le bloc républicain entretient véritablement avec les autres formations politiques. Je parle de l'UPR, de Moël Bénin et autres. Et tous les acteurs politiques, comment ça se fait, cette collaboration, pour vraiment battre campagne comme cela se doit? Vous avez oublié vos divergences? Parlant de la collaboration, Monsieur Naoum, je crois que la collaboration entre le parti bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et Moël Bénin ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Figurez-vous, avant les élections communales et législatives, les deux partis, singulièrement le bloc républicain et puis l'Union progressiste, le Renouveau, ont signé des accords parlementaires, des accords de gouvernance et les accords d'entente. Et ces accords que ces partis-là ont signés nous ont conduit à opérer des choix consensuels. Au-delà de ces accords qui ont été signés entre ces partis, vous allez constater que pour la campagne présidentielle que nous sommes en train de faire actuellement, pour le bon déroulement de cette campagne, il y a un comité national de campagne qui a été installé. Et quand vous observez bien, ce comité de campagne national comporte les leaders des partis politiques, les leaders du bloc républicain, les leaders de l'UPR et même les leaders du Moël Bénin. Donc,
C'est pour Est-ce vous que dire... cette sauce-là n'est pas trop remplie de viande? Parce que quand on regarde ça, on ne va pas perdre le temps à citer les noms, mais quand vous voyez l'architecture... Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, monsieur Naoum. Ah bon? Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Des fois, ça crée des contingences quand même. Bon, contingences, c'est vous qui le dites. Pour moi, je crois que les choses sont bien équilibrées. Et même dans les communes, vous allez constater que les équipes de campagne ont été installées dans les communes et même dans les arrondissements. Et ce qui a été installé dans les communes et dans les arrondissements, ce sont des équipes mixtes constituées des leaders, des responsables du Parti Blanc républicain, des responsables du parti de l'Union progressiste, le Renouveau. Donc c'est pour vous dire que la collaboration entre l'Union progressiste et le Parti Blanc républicain et les autres partis, cette collaboration est au beau-fils. D'accord. Alors, comment analysez-vous aujourd'hui, au cœur de la campagne, véritablement les ralliements que vous enregistrez? En tout cas, que le duo de candidats, même vous allez chercher, je ne sais pas si vous allez chercher ou bien ils viennent, je ne sais pas l'expression qui va être retenue par vous, mais quand même, on voit même des leaders de l'opposition, oui, opposition même, on va le dire, radicale à la gouvernance, qui viennent là au niveau de cette marche vers la présidentielle pour dire nous soutenons le candidat de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Ah bon? Quand je vois ce ralliement. Vous n'avez pas peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Ce ralliement, pour moi, un sentiment de joie. Je dis que c'est un sentiment de joie qui m'anime quand je vois les figures emblématiques et charismatiques de l'opposition rejoindre le duo Wada Italata. Pour moi, c'est... Vous êtes un scientifique. Je suis scientifique. Faites-moi l'analyse scientifique et après vous allez faire l'analyse politique. L'analyse scientifique que je peux déjà faire à ce niveau-là est que le ralliement des figures de l'opposition, d'accord, pour moi, un progrès, un développement pour le paysage politique, j'allais dire, et pour le système partisan. Ce ralliement, pour moi, est une manière pour ces figures emblématiques et charismatiques de participer à la gouvernance, à la gestion du pays. Leur présence, ce ralliement des figures de l'opposition participe beaucoup plus à la stabilité de la gouvernance du pays. Et donc, c'est pourquoi je dis que c'est un sentiment de joie qui m'anime quand je vois ces figures-là se rallier au duo Wada Italata. Est-ce que vous avez pensé la chose avant que cela ne se produise? Vous avez imaginé qu'un certain Éric Rondeté, Guy Dossoumi Tokwe et autres se ralliaient? Est-ce que vous avez mijoté ça? Ou bien vous l'avez souhaité? Moi particulièrement, je n'avais pas mijoté. D'accord. Mais je dirais que le président de la République, en fait, pour moi, est un prophète. Parce que par le passé, il a dit avec précision et exactitude devant tout le monde. Et pendant ce temps, Guy Mitopé était présent. Et il dit, qu'est-ce qui... rien n'empêche que le président de la République, la mouvance et le Guy Mitopé est le même candidat. Pour ne pas le citer mot pour mot. Pour ne pas le citer mot pour mot. Et donc, si quelques jours, quelques mois, quelques semaines après, ça se concrétise. D'accord. Donc, je dirais que le président... C'est un gourou, carrément, voilà, c'est ça. C'est ça. Il a un esprit anticipateur, il anticipe sur les choses. D'accord. Voilà. Maintenant, la dimension politique que vous avez de ces ralliements, qu'est-ce que ça vous fait? La dimension politique de ces ralliements, je dirais que... Est-ce que vous pensez que les militants vont les suivre? Bien sûr. Ah bon? Parce que ces figures emblématiques dont je suis en train de parler ont également leur base. Ils viennent d'une circonscription donnée. Ils viennent d'un département donné. Ils ont leur galaxie. Ils ont leur réseau.
Et donc, il suffit juste de donner un mot d'ordre pour que les militants, ceux qu'ils ont à la base, puissent suivre l'instruction qu'ils ont donnée pour, comment on appelle, mettre en œuvre ou en pratique les consignes de vote qui seront données par ces figures de l'opposition. Donc c'est de l'eau qu'on apporte donc au moulin de la mouvance présidentielle pour mobiliser davantage. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Je disais tantôt, est-ce que vous n'avez pas peur parce que ce sont des figures, quand ils viennent, c'est pour casser d'autres? Non, en fait, pour moi... Parce que s'il y a 5 postes à distribuer, parce que quoi qu'on dise, quand on prend la tête d'un pays, on doit former un gouvernement, on doit nommer des gens à des postes, et quand ceux qui se battaient plutôt depuis quelques années autour de la mouvance présidentielle voient que bon, il y a d'autres qui viennent donc leur avis la vedette, à un moment donné ça fuste un peu. Monsieur Nao, moi Oui. je ne vois pas le truc dans ce sens. D'accord. Moi je dis, ce que moi je vois, je dis plutôt que le développement de notre pays a besoin de la contribution, de la participation de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Nous devons tous apporter notre pierre à l'édification ou à l'édifice de notre pays. Et donc, personne ne sera de trop quand il sera question du développement de notre pays. Donc, c'est ça j'avais dit, même dans mes propos tout à l'heure, que leur arrivée va beaucoup plus participer à la stabilité du pays. Et ça va leur offrir également une opportunité, une aubaine de participer à la gestion du pays. Et donc, pour moi, ça ne pose aucun problème de rivalité ou de guerre au sein des partis politiques. Donc, ils sont accueillis à bras ouverts. Ils sont très bien accueillis à bras ouverts. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Nous allons poursuivre à présent cette émission. Il y a quelques jours, le duo candidat de la mouvance présidentielle, ce duo a officié, ou je dirais beaucoup plus, le candidat au poste de président de la République, Romualdo Wadani, a officié devant donc une brochette d'acteurs politiques et cadres de notre pays pour présenter son programme de société. Vous êtes sur ce plateau, vous militez pour ce choix. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui de ce programme de société? Qu'est-ce que le candidat a et qui doit séduire? Je crois que j'ai pris soin de parcourir le programme, le projet de société. Vous étiez dans la salle le jour-là? Je n'étais pas dans la salle parce que j'étais à l'université de Parakou. Au nord, à Parakou. J'étais au nord, à Parakou. Et donc, c'est ça qui a fait que je n'étais pas présent dans la salle. Mais j'ai pris le programme, le projet de société que j'ai parcouru de fond en comble. Ce programme, ce projet de société a un document de 65 pages. De 65 pages et qui comporte 3 priorités. Et la 4e priorité, qui n'est pas aussi la moindre, est transversale aux 3 premières priorités. Et quand je prends les 3 priorités, ces 3 priorités-là abordent 23 domaines. Les 3 priorités abordent 23 domaines. Et quand vous prenez le programme de société du duo, au début, vous allez voir, il met plus loin ensemble. Et quand vous venez à la fin du document, il met à ce niveau-là, bâtir ensemble le Bénin de notre rêve. Et quand vous rentrez à l'intérieur du document, c'est un document qui est très bien structuré, bien articulé. Et ça présente, le document présente les chemins parcourus, c'est-à-dire que les réalisations qui ont été faites pendant les 10 dernières années et les projets qui sont en cours de réalisation. Et je peux vous dire, avec le petit exercice que j'ai fait, les projets qui sont en cours de réalisation actuellement sont au nombre de 62. Et les nouveaux projets que le duo est en train de prévoir pour le Bénin dans les 7 prochaines années sont au nombre de 125. Et il va un peu plus loin dans le document en disant que le pays
à l'ère de la décentralisation a donc un seul niveau, c'est-à-dire la commune. D'accord. Et la déconcentration a un seul niveau, le département. Mais dans le projet de société, il dit que nous allons commencer par parler des pôles, autrement dit, la région. Et au niveau de la région, il y aura l'industrie, l'innovation, et puis le tourisme. Et au niveau de ces régions-là, il y a des infrastructures qui seront réalisées. Il y a de grandes industries qui seront implantées dans ces régions. Et donc, du coup, je suis en train de voir si on arrive au niveau de ces grands pôles, c'est-à-dire au niveau de ces grandes régions, c'est-à-dire Borgo Alibori, Atakora Donga, Monokufo, Zou Colline, Atlantique Littoral et Louimi Plateau, quand on arrive à réaliser ces infrastructures et à implanter ces grandes industries, je crois que le Bénin va changer en termes de développement. Le visage du Bénin va complètement changer. D'accord. Et l'implantation de ces industries, de ces infrastructures et de tout ce qu'on est en train de... J'ai lu dans le document, va changer, va métamorphoser notre pays, le Bénin. D'accord, parce que j'ai le programme devant moi, on parle d'agriculture, on parle d'industrie, on parle de tourisme, on parle de routes, fibre optique, cadre de vie. On peut dire que c'est des choses que nous entendons depuis toujours. Certes, c'est des choses que nous entendons depuis toujours. Mais est-ce que quand vous lisez, vous parcourez bien le programme de société, vous allez constater qu'il y a des innovations majeures. Vous allez constater qu'il y a des innovations majeures. Au niveau du sport, par exemple, on a dit que dans les 546 arrondissements, des infrastructures sportives seront réalisées, construites dans chaque arrondissement. Ça veut dire qu'au niveau de mon arrondissement, au niveau de tous les arrondissements, les infrastructures seront réalisées. Ils ont dit au niveau du document que l'agriculture sera une priorité et sera le socle du développement de notre pays. Et donc les agriculteurs vont se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce qu'ils font et leur activité va leur permettre de réaliser leur objectif, d'atteindre leur objectif. Je crois que dans le document, il y a assez d'innovation, assez de choses qui peuvent intéresser les Béninois. Est-ce que pour vous, parce que quand on lit le document, effectivement, comme vous le dites si bien, il y a une bonne partie qui est consacrée au chemin parcouru, sous la gouvernance, bien entendu, du président Patrice Talon. Et pour vous, est-ce que c'est une bonne stratégie d'assumer ce qu'a fait le président Patrice Talon? Bien sûr. Dans son programme de société. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je disais que le document a été rédigé avec méthodologie, parce que quand vous prenez le document, le chemin parcouru, ça rend compte de toutes les réalisations que le président Patrice Talon a faites pendant les 10 ans. Pendant les 10 ans. En dehors de ça, le duo Wadaï Talata et singulièrement le ministre d'État Wadaï, qui est le ministre des Finances, était l'artisan de tout ce qui avait été fait. Il était au cœur. Et donc, il n'y a pas de raison. Il ne peut pas s'en départir. Il ne peut pas s'en départir. Et il se réjouit de ce bilan positif. De ces résultats visibles des réalisations du président Patrice Talon. D'accord. Alors, en se basant sur son projet de société, qu'est-ce que parce que si vous sortez de ce studio, c'est pour aller encore sur le terrain. Alors, en se basant sur ce projet de société, qu'est-ce que vous dites aux populations? Quel message? En se basant sur le projet de société du duo Wadaï Talata, je crois que la première des choses qu'on doit faire, que tout militant, tout leader doit faire, il doit pouvoir maîtriser la quintessence, le contenu du projet de société. D'accord. Parce que pour aller convaincre quelqu'un, il faut maîtriser le contenu. Et donc, il y a la maîtrise du contenu du document qui est très capitale. Et c'est quand on maîtrise le contenu du document, c'est ça qui va nous amener à avoir de la matière, à avoir des mots
pour convaincre la population que nous aurons en face. Donc, là, j'invite tout le monde à prendre connaissance du contenu du projet de société afin de trouver des mots adéquats qu'il faut pour convaincre la population que nous irons rencontrer. Vous êtes jeune, comme nous autres, hein, sur ce plateau. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que ce duo que nous avons, le duo Wadaïn Talata, propose concrètement pour la jeunesse que vous maîtrisez? La jeunesse, que vous maîtrisez la jeunesse oui. que je maîtrise moi-même, oui. Il y a dans le projet de société, oui. Il y a une phrase qui m'accroche. D'accord. Il y a une phrase qui m'accroche. Il dit: chaque Béninois, chaque jeune, où qu'il se trouve, doit pouvoir trouver une opportunité à portée de main. Chaque jeune, oui. Où qu'il se trouve, doit pouvoir trouver une opportunité à portée de main. Ça, c'est des incantations. Ce n'est pas une incantation. Incantation politique. Ce n'est pas une incantation politique. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est ce qu'on nous disait. Non, oui. Monsieur Naoum, ce n'est pas une incantation. On n'est plus dans ce contexte. Non, nous ne sommes plus dans ce contexte. Ici, c'est le pragmatisme. D'accord. C'est la réalité. OK. Et donc, quand vous parcourez le projet de société d'amont en aval du début jusqu'à la fin, oui. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses qui sont réservées ou prévues pour la jeunesse. J'ai donné un exemple tout à l'heure, à tout hasard, l'exemple des infrastructures sportives qui seront réalisées. Dans le monde universitaire, il y a des infrastructures scolaires qui seront réalisées. Et dans le monde de la santé, plusieurs innovations seront faites, des infrastructures seront réalisées. Et la question d'emploi, surtout. La question d'emploi, c'est pourquoi les 6 pôles de développement dont il a parlé, beaucoup d'emplois pour la jeunesse et chacun trouvera son compte. D'accord. Il y a un volet qui m'intéresse bien, c'est le volet énergie. Vous le savez, le Bénin, malgré tous les investissements, on continue donc de subir donc les coupures d'électricité et autres. Et le président nous promet comme nouveau projet, le candidat nous promet comme nouveau projet la mise en place d'un plan national massif d'accès à l'électricité, l'accroissement graduel de la capacité de production d'électricité, la construction et la mise en service du complexe hydroélectrique de Dogobis, le déploiement d'un plan de sécurisation de l'énergie primaire, l'accélération du programme de montée en compétences nationales des talents dans ce domaine-là. Quand vous écoutez tout ceci, vous, en tant que scientifique, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous-même, vous sentez vraiment dans la peau du candidat qui parle? Est-ce qu'on peut atteindre tout ça? Honnêtement, dites-nous. Je peux répondre par affirmatif. D'accord. Que il peut atteindre cet objectif pendant les 7 ans qu'il a devant lui. Parce que, vous voyez, en termes quand on parle d'énergie, pour faire fonctionner les industries dont on est en train de parler, on a besoin de l'énergie. Et donc, quand il parle d'accès massif à l'énergie, ça veut dire quoi? Tous les villages, tous les quartiers de ville, les arrondissements, les communes, toutes les communes seront couvertes par... Il y a tellement de zones blanches au Bénin, vous le savez. Bien sûr. Beaucoup de zones. Beaucoup de zones sans électricité, non couvertes par l'électricité. Mais il faut reconnaître que pendant les 10 ans passés, beaucoup d'infrastructures électriques ont été réalisées. Et donc, nous ne sommes plus à l'étape 0. Il faut reconnaître que des efforts ont été faits dans ce sens. Et quand il va venir, il va continuer dans la même dynamique, afin que les autres villages, les autres arrondissements, les autres communes qui ne sont pas encore couverts par l'énergie soient vraiment couverts. D'accord. Je l'ai dit, il faut vraiment vendre ce projet-là aux populations à la base. J'ai bien envie de savoir quelle est la stratégie que vous avez conçue pour véritablement toucher les populations, leur permettre de prendre connaissance de ce projet, leur expliquer, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne savent pas lire. Donc, quelle est la stratégie qui est définie sur le plan campagne électorale, votre structure? Comment vous avez planifié tout ça?
Oui, pour vendre ce projet de société à la population, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que plusieurs personnes n'arrivent pas à lire le document. Oui. La première stratégie, c'est que nous avons environ près de 54 dialectes dans notre pays. La logique aurait voulu que ce document-là soit traduit dans ces langues-là pour permettre l'accessibilité du document à toutes les couches, à toutes les cibles. Première stratégie, donc, quand on leur explique en langue le contenu du document, je crois qu'ils seront sidérés. En dehors de ça, pour atteindre la grande masse, il faut qu'on mette à contribution les médias. Et quand je parle des médias, c'est les radios, la presse écrite, les chaînes de télévision et surtout les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, TikTok, ainsi de suite. Tous ces canaux de communication-là vont permettre d'atteindre une grande cible, d'atteindre une grande masse. Et ce serait la manière de vendre le projet de société. En dehors de ça, actuellement dans les communes, vous allez constater qu'il y a des meetings qui sont en train d'être organisés dans les communes. Mais pourquoi vous ne faites plus de grands meetings comme avant? Parce que avant, quand même, quand on parle d'une élection présidentielle, vous allez voir les gens, les caravanes dans les villes, dans les villages et autres. Pourquoi vous avez changé de stratégie? Oui, ça ne marche plus ou bien ça fait dépenser pour rien, c'est ça? On a un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est de gagner les élections. D'accord. Et pour gagner les élections, il faut peaufiner les stratégies. Il faut définir les stratégies qui puissent vous permettre de gagner les élections. Et pas le passé. Oui. Les grands meetings dont vous avez parlé, les grandes mobilisations, les mobilisations de masse et tout ça là, ne permettaient pas d'atteindre véritablement les couches ou bien les cibles. Et donc, aujourd'hui, vous allez constater que les meetings là s'organisent par commune. Et quand vous allez dans les communes, vous faites des descentes dans les communes, ça vous permet, d'accord, de rencontrer les femmes, ça vous permet de rencontrer les jeunes, ça vous permet de rencontrer les sages, les têtes couronnées, les chefs religieux, de rencontrer toutes les cibles. Et quand vous êtes en contact avec eux et vous arrivez à leur convaincre du contenu du projet de société, je crois que le message que vous allez leur véhiculer, le message que vous allez leur passer va rester gravé dans leur mémoire, dans leur tête, et le 12 avril, ils iront voter pour vous. D'accord. Donc, on va croiser les doigts pour que votre stratégie marche afin d'emballer, bien entendu, les... J'ai foi que cette stratégie, elle va marcher. D'accord. Vous avez en face, donc, un duo et effectivement, est-ce que vous avez un regard sur ce qui se fait de l'autre côté? Parce qu'il y a deux duos en compétition, là. Ou bien ça ne vous regarde même pas? Vous ne vous préoccupez pas de ça? Parce qu'il faut mesurer la capacité, la force de nuisance de la partie adverse. De la partie, on ne va pas négliger leur capacité de nuisance, mais ma position à moi ne me permet pas de parler, de donner des précisions par rapport à ce qui sont à leur organisation. D'accord. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment faire pour que notre duo puisse gagner les élections au soir du 12 avril 2026. Donc, ce que le duo Rumpé et Rwanou, comment ils gèrent leur affaire ne vous regarde pas? L'objectif pointu que nous sommes fixés, c'est de gagner les élections. Et donc... Vous ne faites pas de l'infiltration pour savoir ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, c'est politique vrai, quand même ce que je dis. Bien sûr, c'est politique, monsieur Naoum. Oui. Pour réussir la politique, vous avez besoin des informations de l'autre côté pour savoir vous réorganiser et pour savoir, comment on appelle, programmer les choses. Mais pour le moment... moi, je trouve que ce n'est pas encore opportun de se concentrer sur ce qui se fait de l'autre côté. Dépenser son énergie sur ça. Dépenser son énergie pour ça. Dans tous les cas de figure, ils ont leur organisation interne qu'ils sont en train de faire. C'est au soir du 12 avril 2026 qu'on pourra reconnaître la force de frappe de chacun. D'accord.
Il y a quelque chose qui hante donc les acteurs politiques actuellement, c'est le taux de participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Vous êtes aussi hanté? Non. Ça ne vous préoccupe pas? Ça me préoccupe, mais je ne suis pas hanté. Ah d'accord. Je ne suis pas hanté parce Rassurez-nous. que... Ouais, Oui. Je ne suis pas hanté parce que cette préoccupation, elle revient régulièrement. Et j'étais tenté de vous demander pourquoi vous parlez de l'hantise. C'est au vu des élections passées, élections législatives et élections communales et municipales qu'on a organisées tout récemment. C'est au vu de ça que les gens sont en train de parler du taux de participation. Parce que ces élections-là sont des élections qui nous concernaient. Ça concernait les candidats eux-mêmes. Donc, ils doivent descendre dans leur village, dans leur arrondissement, dans leur commune et dans leur circonscription pour aller battre la campagne. Et, in fine, on a constaté que le taux de participation tournait autour de 35 ou 36%. Et donc, c'est au vu de ça que les gens parlent du taux de participation. Si tout le monde avait contribué, on a obtenu ce taux, et que c'est maintenant le taux d'un duo, est-ce qu'on pourra atteindre ce taux? Moi, je dis avec assurance que nous allons même dépasser ce taux et doubler. Quand je le dis, quand nous prenons, par exemple, le Parti Bloc républicain, le Parti Bloc républicain a des structures décentralisées, une structure verticale, qui mobilise près de 180 000 personnes, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau des sections, au niveau des sous-sections et au niveau des cellules. Et ces responsables-là proviennent des agglomérations, des villages, des maisons, des quartiers. Ils vont descendre pour aller mobiliser les gens. Au-delà de ça, le Parti Bloc républicain a une organisation de masse, c'est-à-dire, pour ne pas dire deux organisations de masse, l'OJBR et l'OFR. Et quand nous prenons l'OJBR, dans tous les villages et quartiers de ville, l'OJBR a une organisation de 29 membres. Et donc, quand on prend les 29 membres, fois les 5292 villages que nous avons, ça donne déjà environ près de 150 000 personnes. Et ces jeunes-là vont descendre dans les villages, dans les quartiers, dans les communes pour aller parler du duo. Au-delà de ça, je crois qu'avec notre structuration, le parti Union progressiste a la même organisation. Ils vont descendre dans leur zone politique pour aller mobiliser. Mouel Bénin va faire de même. Et donc, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, les ministres, les députés, les maires, les conseillers municipaux et communaux, tous les acteurs politiques vont descendre dans leur zone politique pour aller parler de la candidature du duo. D'accord. Mais au-delà même de ça, regardez, près de 500 mouvements qui soutiennent le duo. Et ces mouvements... Qui a lancé ça? Ben, c'est les partisans, les sympathisants et tout ça. Là, ça a donné l'impression d'un mot d'ordre quand même. Oui, ben, un mot d'ordre, je ne saurais le dire avec précision, mais je sais que ces mouvements-là également ont des organisations au niveau des communes, des arrondissements, dans les circonscriptions, qui vont descendre et aller demander de voter pour notre candidat. Et tout ça là mis ensemble, je crois que si nous travaillons, nous arrivons à sensibiliser les gens. Si tout le monde arrive à mettre la main à la pâte, je crois que le taux va augmenter, va galoper et on pourra même avoir le double de ce qu'on a eu par le passé. D'accord. Parce que ça va être quand même compliqué de voir une présidentielle qui s'achève avec 10% ou 15% ou 20%, vous ne vous voyez même pas du tout. Il ne faut pas penser à ça. Il ne faut même pas penser à ça. D'accord. Oui, parce que les communes se sont lancées des défis. D'accord. Les communes se sont lancées des défis et elles disent que c'est dans ma commune qu'on aura le plus fort taux de participation. Et donc, quand ces défis se sont lancés entre les communes, je crois que ça va beaucoup plus amener les gens à se mettre à fond, à travailler dur, pour que nous puissions avoir un meilleur taux de participation dans les communes, dans les arrondissements et dans les villages. C'est pourquoi il disait tantôt que
ce n'est pas une hantise pour moi. Donc on dit que ce sont les jeunes qui ont beaucoup plus boycotté donc, les dernières élections. Est-ce que vous acceptez? Je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis parce que au niveau des partis politiques... Parce qu'il y a certains jeunes qui ont atteint l'âge de maturité, donc qui ont 18 ans, qui devraient normalement aller aux urnes, mais bon, ils n'ont pas la tête à ça. Non, vous parlez des primo-votants. Oui. Les jeunes qui n'ont jamais voté. Effectivement. Il faut les emballer. Il faut les emballer. Si il y a des jeunes qui ne sont pas sortis, c'est peut-être les stratégies de mobilisation de ces jeunes-là qui n'ont pas été définies. Sinon que l'organisation des jeunes du Parti Bloc républicain a défini des stratégies pour mobiliser ces primo-votants-là à sortir pour aller voter. Et même au-delà de tout ça, ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous avez dit que les jeunes ne sont pas sortis. Si je suis jeune, j'ai été aux élections. L'autre, il est jeune, il a été aux élections, ainsi de suite. Quand la jeunesse, quand les jeunes voient que c'est un jeune qui est positionné, qui est bien positionné sur une liste, il y a un accompagnement qui est fait. Parce que la jeunesse sait que c'est elle qui est représentée. Et donc, c'est pourquoi je dis que je ne partage pas cet avis avec vous. Peut-être qu'il faut définir encore d'autres stratégies pour impliquer les jeunes à aller voter. D'accord. Alors, maintenant, quel message vous avez à l'endroit des électeurs? Dans quelques minutes, dans 2 ou 3 minutes, on va donner la parole aux auditeurs, mais pour l'instant, dites-nous, quel message vous avez à l'endroit des électeurs? Si j'ai un message à l'endroit des électeurs, c'est de les inviter à sortir massivement pour aller voter le 12 avril 2026. Car la construction... Est-ce que vous continuez à donner sandwich, Coca-Cola aux gens? Peut-être que ça aussi, ça manque. Monsieur Naoum, oui. Chaque parti organise ses stratégies pour sidérer ses militants, ses sympathisants, ses adhérents et tout. Et donc, les sandwichs et tout ce que vous avez demandé là... vous faites porte à porte aussi? Chaque parti définit des stratégies propices à lui pour gagner des élections. Donc, ce n'est pas l'occasion pour moi d'étaler les stratégies que nous avons définies. Vous avez choisi de nous cacher des choses? Non, ce n'est pas que nous avons choisi. Ici, c'est franc-parler. On dit la vérité, on dit tout. On dit la vérité, c'est la vérité, je dis, monsieur Naoum. C'est la vérité, je dis. D'accord. Je comprends très bien. Vous êtes donc dans la stratégie politique. C'est pas sur un plateau de radio ou de télé que vous allez donc livrer vos stratégies et tout. Donc, on était sur le message à l'endroit des électeurs pour véritablement les amener à sortir pour participer au scrutin. Je disais, il y a quelques poussières, quelques poignées de secondes que j'invite le peuple béninois, les citoyens, à sortir massivement pour aller voter le 12 avril. Car la construction de notre pays dépend de nous tous. Nous serons tous artisans du développement de notre cher pays, le Bénin. Et donc, aller voter, c'est un droit et c'est également un devoir. C'est notre vote qui va définir l'orientation que nous allons donner à notre cher pays, le Bénin. Donc, de façon ramassée, voilà le message que j'ai à adresser aux Béninois et singulièrement à la jeunesse béninoise. D'accord. Nous recevons ce matin Dr Rotaï Mathieu Kiki. Il est chef département affaires électorales, formation et relations avec les élus au siège national du Parti Bloc républicain. Et pour cette campagne électorale, il est bien le coordonnateur adjoint de campagne dans l'arrondissement de Gbozoumen, dans la commune d'Avrankou. Il est sur ce plateau avec nous et on parle bien entendu de cette élection. Nous allons à présent donner la parole à nos auditeurs qui vont vous poser des questions. Je rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Pour ceux qui sont sur le net, vous pouvez donc envoyer votre question via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73.
Et là, on pourra donc lire votre question en direct sur ce plateau et vous aurez une réponse. Des questions courtes, s'il vous plaît. Un intervenant déjà là. Bonjour. Oui, monsieur Naum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour, je salue l'invité. D'accord. Nous écoutons Paul Chaudaton, c'est ça. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres comme toujours. D'accord. Pour tout ce que tu fais pour la République. Quand je m'exprime, quand je prends souvent l'antenne, les gens disent déjà que c'est celui de la mouvance. Donc, mon invité. Monsieur Paul. Vous avez beaucoup, je vous salue, vous avez beaucoup parlé des jeunes. Nous sommes l'œil et les oreilles du gouvernement. Merci. Parce que nous écoutons tout ce qui se passe dans le pays. Les doléances de la population vis-à-vis de la jeunesse et d'autres sujets. Ça concerne, le code sur le travail. Ça veut dire il faut demander aux honorables de la mouvance de revoir ce code-là. Parce que la jeunesse a un souci concernant ce code-là, concernant le secteur privé, y compris le secteur public. Vous savez déjà de quoi je parle. Je sais bien de quoi vous parlez. Merci, ils n'ont qu'à revoir ça. Parce que eux aussi, ceux qui ont des petites boutiques, les impôts frappent trop. Si on peut les diminuer ça pour les soulager, soyez leur porte-parole. C'est ce sujet-là. Parce que le gouvernement actuel fait beaucoup. Merci. Et même quand j'écoute le chef de l'État, il dit, si je n'ai pas fait telle chose, n'allez pas sur le terrain pour faire propagande, pour dire que j'ai fait telle chose. La population a les yeux et voit. Absolument. Donc, il ne blague pas avec ça. Si tu fais 10 mètres de remerciement, là, on peut te limoger. Donc, là, c'est-à-dire, ce courage-là que le chef de l'État, là, nous apprécions ça, et sa rigueur. Et il a réussi à discipliner la classe politique et nous le constatons encore. Pendant cette campagne, les gens s'attendaient à ce qu'on distribue de l'argent dans les maisons en maison, là. Ce n'est plus ça aujourd'hui, c'est des campagnes de proximité. Et c'est tout à changé. Donc, ils sont en train de nous discipliner à respecter la chose publique et écouter le programme du candidat. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, tout ce que vous êtes venus dire sur la scène, là, je vous donne comme point 2000 sur 2000 pour tout ce que vous êtes venus développer. Merci. Donc, Paul Chaudaton vous remercie. Monsieur Naou, oui. Continuez à nous inviter des invités comme ceux-là qui vont bien communiquer avec la population pour dire la vérité de ce qui est sur le terrain. D'accord. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage à l'antenne. Nous allons prendre un autre pour poursuivre donc avec les auditeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, monsieur Liamedi Koumagnon. Comment allez-vous? Je vais bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pareil à vous aussi. Bonjour, monsieur Kiki. Bonjour, monsieur Koumagnon. Comment allez-vous et à Franco? Reconnaissance et gratitude à Dieu. À Franco se porte bien. Très bien. Monsieur Kiki. Monsieur Koumagnon. La sensibilisation aujourd'hui, c'est la définition du projet d'action. Si c'est bien libellé et compris par le peuple, compris par les votants, ils iront voter massivement. Ça fait un. Monsieur Khotein Kiki, est-ce que votre adhésion et rassemblement n'est pas des démarches pour être récompensé après? Ma deuxième question, monsieur Khotein Kiki, qui provoque qu'il y aura de changements positifs? Dans le projet d'action, nous ne voyons pas la modernisation, puisque aujourd'hui, tout change, tout évolue. Qu'en dites-vous? Monsieur Kiki, est-ce qu'ils sont recensés, est-ce que les femmes d'État sont recensées pour pouvoir répondre aux exigences des deux, comment dirais-je, de Wadaï? La dernière question, je n'ai pas bien pigé ça. Je dis. Oui. Allez-y doucement. Comment dirais-je? Oui.
Je vais Liamidi rapidement Koumaï. là. Oui. Je dis dans Oui. je dis bien, hein, dans le projet d'action, nous ne voyons pas la modernisation, puisque tout change et tout évolue. Qu'en dites-vous, Monsieur Kiki? Est-ce qu'ils ont recensé les thèmes d'État pour pouvoir servir les 6 départements pour les activités et puis pour leur production? Pourquoi réduire les 12 départements en 6 départements, Monsieur Kiki? Puisque avant c'était 6, les 6 ne produisaient pas correctement. Ça ne donnait pas correctement, c'est pourquoi l'État a pensé augmenter. Mais aujourd'hui, dans le programme d'action, j'entends Wadaï dire qu'il va réduire et même accompagner les agriculteurs. Même à leur retraite, ils seront payés. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire dans leur programme d'action? D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci Je beaucoup. vous rends l'antenne. Voilà. À dimanche prochain. Merci Merci, beaucoup monsieur Koumaillon. à vous. On a reçu donc Monsieur Koumaillon. Un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien Nyonfosso, je m'appelle. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je salue votre invité, M. Kiki, pour sa brillante présentation du projet du candidat Robert Wadaï. Merci, monsieur Sébastien. Et je suis d'avis avec tous vos développements. Merci. Et parce que le candidat Robert Wadaï a un bon projet. Et quand je l'ai écouté, il disait: je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant de la liberté individuelle, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avions fait sur ces piliers depuis ces 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui a rectifié. Nous savons exactement ce qu'il faut faire. Nous savons où nous avons failli. Nous connaissons nos erreurs. Nous connaissons les attentes. Vous nous présentez un livre ou bien quoi, Sébastien Nyonfosso? C'est pour vous dire que j'ai bien écouté le projet. Et c'est bien, c'est attirant, ça attire tout le monde vers lui. D'accord. Il a deux questions cruciales que je n'ai pas entendues. C'est le problème des dialysés, qui est un problème sérieux et que chaque fois nous le demandons parce que la prise en charge des dialysés n'est pas réglée, ce problème n'est pas réglé. Et l'autre problème, c'est le problème des AME. Et ces deux problèmes, je ne l'ai pas écouté en parler. Je ne sais pas, c'est parce qu'il connaissait la maison et il connaît tout ça. Bon, je ne sais pas, mais nous le supplions s'il n'a qu'à revoir ses côtés, surtout le problème des dialysés, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ont voté des lois pour favoriser cela. Mais jusqu'à ces jours, ces lois-là n'ont pas encore mis en application. Chers invités, revoyez-nous la copie à ce niveau, ça nous fera plaisir. Voilà, monsieur le journaliste, Sébastien Nyonfosso, bon dimanche à vous. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyonfosso. Allô? Oui, bonjour. Oui, cher journaliste, bonjour. Oui, votre nom? Appelez-moi Valentin Yonou, j'appelle de Thionville, commune de Tamekou. D'accord, nous vous écoutons. Je n'ai pas un grand développement à faire, toutefois j'ai une préoccupation qui me prend un peu la temps. Et je voudrais adresser cette préoccupation-là à nos invités sur le plateau. Mon cher journaliste, pour les élections précédentes, en tout cas, pour les élections que nous avons enregistrées avant 2016, quand les candidats allaient sur le terrain, c'est comment faire pour gagner les élections. On est d'accord. Mais aujourd'hui, il y a un débat qui circule sur les antennes, sur toute la toile pratiquement.
Et ce débat, c'est concernant le taux de participation. Mon cher journaliste, avant, on ne menait pas ce débat-là. Mais pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un, un candidat ou un politique vient sur les antennes, le débat est autour de ce thème-là, taux de participation. Maintenant, moi, je voudrais demander... Ça vous gêne ou bien quoi? Je ne comprends pas votre problème. Oui, mais mon cher Naoum, oui. Les gouvernants doivent normalement se poser la question, mais on ne disait pas avant que les populations sortent pour aller voter. Non, on ne sortait pas les populations avant. C'est les populations qui avaient l'envie, ils avaient l'engouement de sortir pour aller voter. Avant, vous le savez avec moi. Mais pourquoi le débat aujourd'hui, on suscite forcément les populations de sortir pour aller voter? Si eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ont posé des actes qui ont tué ce gemme là-dedans, le sang des populations. Comment faire pour ramener les populations dans cette envie-là? C'est ça le vrai débat. Mais tout le public va parler, c'est comme si on tape, on vous jette avec la main droite, on est sur volant avec la main gauche. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les Béninois perdent le chemin des élections? Voilà ma seule préoccupation. D'accord, merci. Vous aurez forcément une réponse de l'invité sur cette question concernant, bien entendu, le taux de participation. Nous allons prendre un autre. Quelqu'un d'autre est là? Pas encore. Donc, on va commencer à répondre à ces préoccupations. Si un autre intervenant vient, on pourra donc le recevoir. Docteur Kiki, vous avez donc la parole. Paul Chaudaton. J'ai suivi avec grand intérêt les préoccupations des intervenants. Et dans leurs préoccupations, il y a beaucoup de contributions venant de M. Sébastien Nyonrosso. D'accord. Alors, la première préoccupation, celle de Koumagnon, puisque... On me dit qu'il y a quelqu'un en ligne, on va le prendre d'abord. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, honoré Naoum. Oui, votre nom? Appelez-moi Timothée Dolico, le jeune médiateur d'Avance Bosnien, après de son natal. Allô, je vous reçois pas bien. Vous me recevez? Votre nom? Timothée Dolico, le jeune médiateur de Bourgogne du Nord. Votre portable, c'est sur main libre? Si c'est sur main libre, je vous prie de l'enlever. Parlez-nous directement dans votre téléphone. Ne mettez pas ça sur main libre, parce que ça ronfle un peu dans l'oreille. Ok. C'est bon maintenant? Ok, on y va. Merci beaucoup. Je suis Timothée Dolico, le jeune médiateur d'Avance Bosnien, en direct depuis le Bourgogne du Nord, de natal. D'accord. Timothée, c'est ce que je retiens. Timothée Dolico. D'accord. Merci infiniment. Merci, honorable Benjamin Nao, pour ce que vous faites pour la nation béninoise. Soyez dans Bénin. Amen. Alors, docteur Kiki Mathieu, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Dolico. Frère Gayadi, ce matin, d'avoir le jeune baobab qui fait la fierté, n'est-ce pas, des avant-poids et des avant-poids à studio de Cotonou ce matin. D'accord. Merci, chef. J'ai écouté de son ensemble le développement que vous venez, n'est-ce pas, de faire. Je vous dirais tout simplement que 10 ans de président Patrice Talon, eh bien, est à saluer. Je le bâtonne beaucoup parce que il n'est pas un bon président, mais il fait partie des meilleurs présidents. Alors, j'ai 3 préoccupations pour vous, monsieur le docteur Kiki Mathieu. La première, est-ce que vous êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir, n'est-ce pas, excusez-moi, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les AM souffrent. Les AM dans nos différentes écoles souffrent énormément. Et pourquoi le projet de société, n'est-ce pas, de président Wadani n'a pas fait cas de ça? Voilà ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation est que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les enseignants de la promotion 2016 ont
des véritables difficultés sur le terrain. Ils sont recrutés avec le CAP et certains sont recrutés avec le CAP. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent exactement au même grade. Et c'est la réforme qui les amène à ce niveau. Est-ce que cette réforme pourrait être modifiée parce qu'on a écouté dans le code de société du président Wadaï qu'il y a des erreurs à corriger. Est-ce que parmi ces erreurs-là, et ces là aussi seraient corrigées? Voilà mes deux préoccupations. Il faut finir très rapidement. La cité de Dakavi que vous venez de citer, le bien, comment se passe-t-il dans Avancourt? Voilà mes quelques trois préoccupations. Merci beaucoup. Honoré Benjamin Daoum, merci à vous. Merci à vous aussi pour votre appel. Quelqu'un d'autre est là? Pas encore. Voilà. On peut revenir au plateau. On va commencer à répondre aux questions. Monsieur Rotaïn Kiki. Voilà. Donc, je vous laisse la main. Merci. Comme vous avez noté les questions. Oui, j'ai noté les questions et je vais répondre rapidement à quelques-unes de ces questions. Il y a M. Koumagnon qui disait que... Vous voulez répondre dans l'ordre ou dans le désordre? Dans le désordre. D'accord, allez-y, je vous laisse la main. Oui. Okay. Il disait pourquoi réduire les 12 départements en 6 départements. D'accord. Je crois que lui et moi n'avons pas le même degré de compréhension du contenu du projet de société du duo Wadaï Talata. D'accord. Et dans mon développement tout à l'heure, j'ai dit que nous avons un seul niveau de décentralisation qui est la commune. Et au niveau de la déconcentration, nous avons un seul niveau qui est le département. Et le département est représenté par un préfet désigné par le président, nommé par le président de la République. Le maire est le président de son territoire, de sa commune, et travaille pour le développement. Et pour que nous puissions parler d'un développement global, il faut que le développement parte au niveau des communes, à travers la réalisation des infrastructures scolaires, des infrastructures hydrauliques, des infrastructures sanitaires, des infrastructures, beaucoup d'autres infrastructures. Et c'est l'ensemble de ces réalisations-là qui amène les gens à dire que telle commune a changé de visage, telle commune a amorcé son développement. Donc, dans le projet de société, ce n'est pas que les 12 départements seront supprimés. Ce n'est pas que les 12 départements seront supprimés. Mais en dehors de ces départements, on va créer des régions, des pôles. Et au niveau de... Parce que c'est là qu'il a parlé de 6 pôles de développement territorial. Oui. Et au niveau de chaque pôle de développement territorial, il y aura une agence territoriale de développement qui va coordonner les activités qui sont au niveau de ce territoire. Ce n'est pas qu'on veut supprimer donc les 12 départements et les ramener donc à non, ce sont des pôles qui sont créés en quelque sorte pour chapeauter ce qui existe déjà. Pour chapeauter ce qui existait déjà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok. Il y a M. Doliko et M. Sébastien Nyohosu qui revenaient sur le problème des AME. Je crois que dans le projet de société du duo Wadaï et Talata, au niveau du système éducatif béninois, c'est-à-dire au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau supérieur, beaucoup de choses ont été prévues pour être réalisées au niveau de ce système, au niveau de cet ensemble de systèmes éducatifs. Et donc, à l'intérieur des choses qui ont été prévues, je crois que la préoccupation des AME sera une préoccupation qui sera au cœur des problèmes à résoudre. En dehors de ça, il y a M. Koumagnon
qui demandait qu'est-ce qui prouve le changement que nous sommes en train d'envisager ou de dire au niveau du programme de société du duo Wadaï Talata. Quand vous observez, vous regardez l'articulation, vous regardez les nouveaux projets qui sont projetés dans les 7 ans, dans les 23 domaines au niveau des 3 priorités chapeautées par la technologie, qui sera une priorité transversale aux 3 autres priorités dont j'ai parlé. Vous projetez où vous serez en train de voir ce que d'ici 7 ans le Bénin va devenir, en regardant avec attention les différents projets proposés par le duo. Il y a un point du projet où il est dit que le Bénin va devenir un exportateur de solutions technologiques. Ce n'est pas un rêve, c'est un plan. C'est ça. Le Bénin va devenir un exportateur de la technologie, des solutions technologiques, que ce n'est pas un rêve, mais c'est plutôt un plan. Ça veut dire que des dispositions ont été prises dans ce sens-là pour que nous puissions vraiment devenir un pays de l'exportation. D'accord. Donc les AME, comme on est en train d'en parler, donc vous avez la certitude qu'une solution sera trouvée. Donc oui, c'est un problème qui est latent. C'est ça. Qui est latent. Et quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc, quand le duo va prendre le contrôle de la gestion, je crois que ces problèmes qui sont là, et il va essayer de trouver des approches de solutions à ça pour que ce problème-là soit définitivement réglé. Comme on était sur Liamédi Koumayon, je vais vous aider un peu pour qu'on puisse évoluer comme cela se doit. Il a dit quelque part que tout change, tout évolue et que lui ne voit pas la modernisation à travers donc la proposition, l'offre qui est faite donc aux citoyens par le duo. C'est à ce niveau surtout que je n'arrive pas à bien cerner sa préoccupation. Il dit tout change. Ça veut dire qu'il n'a pas vu, il ne voit pas du nouveau. Non. Il ne voit pas du nouveau à travers ce projet. S'il arrive à faire une analyse très bien approfondie, il va constater qu'il y a une différence entre les 10 ans que nous sommes en train de faire et les autres années que nous avons passées. D'accord. Quand vous prenez le projet, 3000 km de route bitumée pendant 10 ans, est-ce qu'il va nous dire qu'il n'y a pas de changement à ce niveau? Oui, il a vu que tout évolue, le monde évolue, mais ce projet ne lui permet pas de voir la modernité. Non, quand vous parcourez tout le pays, les communes, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un changement radical au niveau en termes de développement? Il veut savoir ce que le duo Avenir là est en train de proposer. C'est ça qu'il cherche. Nous avons atteint déjà un niveau, nous sommes à une étape de développement actuellement. D'accord. Et quand les 125 nouveaux projets proposés par, comment on appelle, le duo Wadaï Talata, quand ces 125 projets-là vont prendre corps, je crois que le changement qu'il est en train d'escompter. Donc vous lui demandez de prendre son mal en patience. De prendre patience et de prendre patience pendant les 7 ans et il va voir tout ça là se concrétiser. D'accord. Il a évoqué aussi, il demande si le programme est réaliste. Oui, c'est un programme réaliste parce que vous avez vu le président Patrice Talon, quand vous prenez son projet de société, il a fait le point du chemin parcouru, des réalisations qui ont été faites. Et il a également fait le point des projets qui sont en cours de réalisation. Vous comprenez un peu? Et donc, on peut déjà avoir une idée des projets qui sont en cours de réalisation et suivre ça de bout en bout pour que les 62 projets qui sont en cours de réalisation soient vraiment finalisés. Si on arrive à finaliser ces 62 projets qui sont en cours de réalisation et on arrive 7 ans après à concrétiser, à réaliser les 125 projets
nouveaux projets proposés par le duo Wada et Talata. Je crois que ceux qui vont venir au Bénin 7 ans après vont méconnaître notre cher pays, le Bénin. D'accord. Il y a Sébastien Yorossou, par exemple, qui dit, il a parlé, donc, il a fait son discours que nous avons suivi, mais il parle du problème des dialysés, qu'il ne sait pas. Dialysés. Vous pensez qu'on devrait mettre dialysé là dans le projet de société? Le projet de société parle du secteur de la santé. Parle du secteur de la santé. Et beaucoup de nouveaux projets ont été proposés dans ce sens. Vous voyez, donc, au nombre des projets qui ont été proposés, je crois que la préoccupation des dialysés sera prise en compte dans les projets qui ont été proposés pour le peuple béninois. D'accord. Valentin Ayonou, lui, dit qu'il ne comprend pas ce débat sur le taux de participation. Vous le rassurez, il n'a qu'à se calmer, il n'y a pas du feu, c'est ça? Il n'y a pas du feu. Dans mon développement tout à l'heure, je vais peut-être demander... Vous aviez dit que vous n'êtes pas hanté par ça. Je ne suis pas, j'ai été suffisamment clair. Et lui, M. Valentin, n'a qu'à patienter pour voir au soir du 12 avril le taux de participation. Si le taux de participation ne va pas augmenter. D'accord. Et donc, c'est ce que je peux lui répondre. Lui répondre. Ouais. Et il y a Mini Koumayon quelque part qui dit qu'il faut faire comprendre le projet aux populations pour espérer leur sortie pour aller aux urnes. Donc, ça rejoint toujours ce que vous êtes en train de dire. Les populations doivent pouvoir sortir, mais il faut les impacter. J'ai parlé de la sensibilisation, j'ai parlé des stratégies internes que chaque parti, chaque leader, chaque responsable, chaque acteur politique, les stratégies qu'on doit développer pour quand même faire sortir les populations pour qu'ils puissent aller voter. Chacun, en ce qui le concerne, va développer ces stratégies-là pour que nous ayons un bon taux de participation. Okay. Timothée Doliko, il a parlé aussi des erreurs à corriger. Vous voyez Wadani en train de corriger les erreurs de la gouvernance de Patrice Talon? Mon frère Timothée Doliko connaît les erreurs dont il parle. Oui. Moi, je n'ai pas connaissance. Il est de votre localité. Il est de ma localité. Il va vous chercher, il va vous trouver. Il est de ma localité, oui. C'est mon frère. D'accord. Mais les erreurs dont il parle, il est le seul à savoir, à connaître ses erreurs. Donc peut-être quand on va se voir de façon physique, il va m'exposer ces erreurs-là et puis le candidat sera informé et travailler sur les erreurs. Travailler peut-être sur les erreurs, si c'était nécessaire. D'accord. Il y a quelque part Paul Chaudaton qui dit que les petites boutiques là, c'est trop imposé, il y a trop d'impôts et tout ça. Bon, je ne sais pas si vous avez compris sa question. Hein. J'avoue à ce niveau-là que je n'ai pas bien cerné sa préoccupation. C'est peut-être inviter le candidat à diminuer les impôts pour que les citoyens puissent... Il y a des mesures incitatives pour la création des entreprises qui sont prises dans ce sens-là. Et je crois que le projet de société également prend en compte tout ça. D'accord. Ouais. Je crois qu'on a un message déposé sur WhatsApp. Je vais vous lire donc les questions de l'intervenant. Il s'agit bien entendu de Jacques Ziklokou. Oui, c'est ce qu'il écrit. Il dit, première question, est-ce que la mouvance présidentielle a-t-elle vraiment besoin de faire campagne? Première question. Non, allez-y, répondez directement. Vous n'avez pas besoin de noter. Ok. Est-ce que la mouvance présidentielle a vraiment besoin de faire la campagne? Parce qu'il ajoute, parce qu'avoir les rapports de force entre les deux duos, moi personnellement, j'ai l'impression que le match est déjà plié. Oui, il a posé une question, il a apporté également la réponse. Donc je ne sais plus ce que je peux dire à ce niveau-là. Répondez à sa question. Est-ce que la mouvance a besoin de faire campagne quand on voit les forces en présence? Les forces en présence, je crois que nous allons à une élection présidentielle. Oui. C'est une élection présidentielle. Et de chaque côté, chacun doit travailler pour aller décrocher la victoire. Et donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Le parti de la mouvance,
ne va pas dire que les élections sont déjà gagnées et aller dormir sous ces lauriers. Non, c'est pourquoi nous sommes tous debout, nous travaillons d'arrache-pied pour que... On risque d'être surpris si on va dormir, c'est ça? Oui, bon... Paul Rompé et nous vont vous ravir la vedette très très rapidement si vous allez dormir en pensant que c'est gagné d'avance, c'est ça? Dans tous les cas de figure, nous travaillons d'arrache-pied pour que nous puissions gagner les élections présidentielles du 12 avril 2020. D'accord. Deuxième question à son niveau, il dit dans certains pays, les populations, après avoir voté, reçoivent du pain et des sandwichs. Pourquoi ça ne se passe pas donc chez nous au Bénin? Et la population vote et après ils retournent donc à la maison se coucher affamés. C'est ce qu'il dit, hein? Pourquoi ne pas participer du pain et du sandwich aux citoyens après le vote, à la sortie Je crois que partager du sandwich et du pain et tout ça là aux populations après avoir voté, à ma connaissance, c'est dangereux. Est très dangereux. Et c'est trop risqué parce que nous sommes sur un terrain politique. C'est ça. Nous sommes sur un terrain politique et les électeurs viennent voter. Quand ils viennent comme ça, ils ne sont pas étiquetés. Donc vous ne pouvez pas savoir est-ce que celui-là, il est de l'opposition, est-ce qu'il est de la mouvance. Donc si vous partagez du pain... Bon, si c'est la Sénat qui partage... Même si c'est la Sénat qui partage, il y a assez de risques. C'est courir assez de risques en partageant du pain. C'est ça. C'est courir... Achat de conscience. Il faut éviter ça. C'est ça, non? Oui, c'est un peu ça. Il faut éviter l'achat de conscience. Donc, monsieur Jacques Aziklokou, ce n'est pas possible. Ce que vous demandez, on ne pourra pas partager donc du pain. L'invité vous a répondu parce que c'est dangereux tout simplement pour un scrutin. Et voilà, donc je reviens avec vous pour quelques questions avant de sortir de ce studio. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé à la dernière aux élections législatives communales. Vous avez vu, il y a eu quand même quelques flottements dans certaines localités. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à la Sénat pour les élections à venir? Pour les élections à venir... Parce qu'il y a des votants qui étaient découragés. Effectivement, il y avait eu quelques flottements pendant les élections législatives et communales dans certaines communes. Oui. Et au vu de ces flottements enregistrés, je crois que la Sénat a pris des dispositions dans ce sens. A pris des dispositions dans ce sens à travers l'envoi des logistiques, des matériels et tout ce qui va avec. Donc ils ont pris des dispositions. J'ai constaté également que les ACA, les coordonnateurs d'arrondissement, les adjoints coordonnateurs d'arrondissement ont été déjà formés. Et ces ACA et les CA sont en train de programmer, de faire des programmations pour former les MPV. Je crois que c'est l'anticipation qui les amène à prendre ces dispositions-là actuellement. Et donc, je crois que la Sénat va s'inspirer surtout de ces flottements du passé-là pour corriger ce qu'on a devant nous, pour que ces flottements-là ne se récidivent ou ne se répètent plus. D'accord. Donc, aux autres institutions qui sont impliquées dans le processus électoral, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Les autres institutions qui sont impliquées dans le processus, à savoir la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Intérieur et tout ça, et de la sécurité publique, je les invite à travailler dans une synergie d'action, à collaborer, à faire une collaboration interinstitutionnelle. Et cela va leur permettre, d'harmoniser les points de vue, de travailler ensemble pour que le scrutin du 12 avril 2026 puisse se passer sans anicroche et sans difficulté. D'accord. Les populations qui vont continuer à accueillir donc les forces politiques durant cette période, quel message vous avez à leur adresser avant de sortir de ce studio? Avant de sortir de ce studio... Je pose la question surtout pour ceux qui peut-être sont animés, parce que ça arrive, de mauvaises intentions, l'accueil difficile de certaines
personnalités politiques dans certaines régions et tout, il faut les sensibiliser, et effectivement, ces acteurs à la base. Il faut vraiment sensibiliser les acteurs. Pour éviter les troubles, en Oui, fait, c'est ma préoccupation. Ok, j'ai bien compris la préoccupation. Je crois que nous sommes dans une période sensible et nous devrons jouer à la carte d'apaisement. Jouer à la carte d'apaisement et inviter la population à la base à réserver un accueil glacial, un accueil chaleureux à tous les leaders politiques, aux hommes politiques qui vont descendre dans les arrondissements, dans les communes, dans les circonscriptions pour vendre le projet de société des différents candidats. Mon désidérata ou mon souhait est que tout puisse se passer sans difficulté. Et donc, j'invite chacun à travailler dans ce sens-là pour que la paix puisse régner dans notre pays. D'accord. Votre mot de fin pour finir cette émission? Mes mots de fin, c'est d'abord vous remercier, j'allais dire, pour l'honneur fait à ma personne en m'invitant sur ce plateau, et remercier également les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis, écoutés de bout en bout et faire des contributions. Je dirais également au peuple béninois de sortir massivement pour aller voter, pour accomplir leur devoir civique et citoyen. Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons contribuer au développement de notre pays, car nous sommes les artisans du développement et nous devons travailler dans ce sens-là pour que le développement que nous escomptons tous puisse être une réalité. D'accord. Vous avez l'assurance de la victoire de Duo Wadagne Talata? J'ai l'assurance que nous allons gagner les élections. À quel taux? Je ne saurais le dire avec précision et exactitude, mais je sais que nous allons gagner avec un fort taux de participation. D'accord. Vous ne pensez pas à une surprise, par exemple, du duo en face? Une surprise, je ne pense pas trop. D'accord. Vous l'avez écouté donc durant la semaine? Je l'ai écouté avec intérêt. Il dit que ceux qui pensent que si lui gagne les élections, il ne va pas gérer le Bénin, c'est qu'ils sont quelque chose que je ne veux pas répéter parce que je ne peux pas utiliser cette expression à l'antenne. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté même avec une attention chirurgicale. D'accord. Et il est en plus sérieux dans ce qu'il dit. Pour nous, nous n'allons pas négliger la capacité de nuisance du duo en face. Mais nous autres, nous allons travailler, mettre les petits plats dans les grands pour que la victoire soit de notre côté. D'accord. Donc c'est pourquoi je suis rassuré et confiant de ce que au soir du 12 avril, nous allons remporter la victoire. Merci beaucoup à vous, Dr Otagny Mathieu Kiki. Vous êtes le chef département affaires électorales, formation et relations avec les élus au siège national du parti Bloc républicain, coordonnateur de l'organisation des jeunes du parti Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Vous êtes directeur adjoint de campagne, coordonnateur adjoint de campagne. Dans votre localité, il s'agit bien de l'arrondissement de Bozoumen, dans la commune d'Avrancourt. Merci à vous pour votre participation à cette émission. Merci, monsieur Nao. Et oui, à nouveau, merci à vous aussi, fidèles auditrices et auditeurs, pour l'attention, pour l'écoute et bien entendu pour les appels sur cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Diop Chikwe et à la présentation Honoré Benjamin Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite au programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois.